Bonsoir à tout le monde. Vous savez, on ne dira jamais assez. Un homme nordiste, c'est un homme doué de toutes ses facultés. Certes, parmi ces hommes nordistes, il y a des sardinards caractéristiques. Et il y a également des hommes dignes, des hommes fiers, dont je fais partir. Vous savez, parler de Maurice Kamto est devenu comme un sacrilège de nos jours. Dans un de mes précédents audios, dans un groupe, j'ai parlé du professeur Maurice Kamto et du MRC. Cette histoire est devenue une affaire d'État, jusqu'à ce qu'un gros villageois de la République m'appelle pour me dire de m'expliquer. Vous savez, j'ai les principes. On peut tout m'empêcher. Mais personne ne peut m'empêcher la liberté d'opinion et la liberté de penser. Et cette vidéo, c'est pour faire en sorte que ceux-là sachent que j'assume ce que j'ai dit. Avant que le professeur Maurice Kamto soit président du MRC, le président Kamto est camerounais. Avant que le professeur Maurice Kamto devienne Bamileke, il était d'abord camerounais. Et le MRC n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. C'est un parti légal. Et peu importe que je sois partisan d'un autre parti, je peux très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit. La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. C'est vrai, vous avez l'habitude de faire les chantages aux gens avec vos méthodes staliniennes. C'est pas en bloquant mes paiements de marché public que je veux venir jouer la courbette ou peut-être venir me mettre à genoux devant vous pour que vous débloquiez ma situation. Non, non, loin de là. Je suis un homme de principe. Et je fais partie de ceux-là qui sont nés après la honte, pas avant la honte. J'assume mes propos. Je dis bien, j'assume mes propos. C'est quelle histoire ça où chacun t'appelle, on te demande de t'expliquer parce que tu as parlé de quelqu'un qui a fait tant pour le Cameroun? Tout simplement parce qu'il est de l'opposition? Ça devient un crime? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans cette vidéo, j'assume mes propos. Et peut-être dans une seconde vidéo, je veux vous annoncer que j'ai pris ma carte de militant du MRC. On ne me fait pas du chantage. Je n'ai pas adhéré pour respecter les villageois. Je n'ai pas adhéré pour qu'on me dise ce que je dois faire. Et d'autres personnes se permettent même d'écrire des messages pour intimider. Moi, on ne m'intimide pas. Un homme ne me fait pas peur. La seule personne ou bien la seule entité qui peut me faire peur, c'est Dieu. Après Dieu, personne. Un homme qui mange, qui dort, qui chie, ne peut pas me faire peur. J'assume mes propos. J'assume vraiment mes propos. Faites attention. On ne fait pas ça avec moi. Et soyez-en sûrs, le jour où je veux prendre ma carte MRC, c'est avec des milliers et des milliers de personnes derrière moi. Je ne fais pas cette vidéo pour faire vous du chantage. Mais méfiez-vous, on ne blague pas avec mon opinion.
C'est un droit légitime pour moi. L'amélioration de la qualité de vie repose sur une transformation profonde de l'individu, mais aussi sur une prise de conscience collective. Ce n'est pas seulement une question de bien-être personnel, mais aussi de justice, de dignité et d'émancipation. Les sociétés opprimées, les populations délaissées et les individus brisés doivent comprendre que le changement commence toujours par l'action individuelle qui, cumulée, produit un effet de masse. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui se sentent rejetés, méprisés ou abandonnés par la société doivent comprendre que leur colère est légitime. Mais la question essentielle est de savoir ce qu'ils comptent en faire. La colère seule ne suffit pas, elle peut consumer ou elle peut construire. C'est cette énergie brute qui, mal dirigée, peut détruire, mais qui, bien canalisée, devient un moteur de changement irréversible. Il ne s'agit plus simplement de survivre, mais de transformer cette rage en un levier puissant d'émancipation. Cela commence par l'acceptation d'une vérité fondamentale. Personne ne viendra nous sauver. L'attente d'un sauveur, d'un gouvernement bienveillant, d'un chef providentiel est une illusion qui n'a fait que retarder la libération de ceux qui refusent de plier. L'histoire a prouvé que les plus grandes transformations sont toujours venues de ceux qui, individuellement et collectivement, ont pris en main leur propre destin, refusant d'être des victimes passives du système. Il faut donc cesser d'attendre et commencer à agir, même à une échelle modeste, en identifiant les actions réalisables qui permettront d'échapper progressivement à l'oppression, à la misère et à l'injustice. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent ceux qui subissent est de croire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Cette illusion de l'impuissance est entretenue par un système qui a tout intérêt à maintenir les masses dans un état de résignation et de dépendance. Pourtant, chaque individu, aussi démuni soit-il, possède un levier d'action. La première étape vers la libération est de refuser d'adopter une mentalité d'assister, de cesser de croire que la solution viendra de l'extérieur. L'homme libre est celui qui comprend que, même dans l'adversité la plus totale, il conserve son pouvoir de décision. Cela signifie développer une autonomie, à commencer par une autonomie intellectuelle et économique. Se former, acquérir des compétences, développer des sources de revenus indépendantes, éviter les dettes inutiles et les pièges financiers qui enferment dans un cycle de dépendance perpétuelle sont des stratégies essentielles pour échapper au contrôle d'un système qui se nourrit de la faiblesse de ceux qui l'exploitent. L'autonomie, c'est aussi savoir s'éloigner des influences toxiques, identifier les relations nuisibles, couper les liens avec ceux qui tirent vers le bas et s'entourer de personnes qui partagent les mêmes ambitions et valeurs. Un individu isolé peut être vulnérable, mais un réseau de personnes conscientes et déterminées devient une force inarrêtable. Il est donc essentiel de bâtir des cercles de confiance, de créer des communautés de soutien mutuel, car c'est ainsi que naissent les dynamiques de résistance et de reconstruction. Mais l'indépendance ne se limite pas à l'aspect matériel ou relationnel, elle est aussi mentale. L'un des plus grands obstacles à la transformation de vie est la tendance à se voir comme une victime permanente. Le monde est injuste, c'est un fait. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes et de femmes écrasés par un système oppressif. Mais ceux qui ont réussi à s'élever ont tous un point commun. Ils ont refusé d'être définis par leurs souffrances. Ils ont transformé leurs échecs en apprentissage, leurs blessures en force, leurs frustrations en motivation. La résilience est une compétence qui se cultive, un muscle qui se développe à force d'épreuves surmontées. Il faut accepter que la vie est une lutte permanente, que chaque victoire se mérite et que rien n'est donné gratuitement. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ceux qui ont compris que la discipline et la persévérance surpassent tout. Chaque jour est une opportunité d'avancer, même d'un seul pas, mais ce pas doit être fait avec rigueur et constance. Il faut refuser de céder aux distractions, aux tentations de la facilité, à cette habitude destructrice de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Le temps est la ressource la plus précieuse, et pourtant, il est souvent gaspillé dans des activités futiles, des discussions stériles, des lamentations improductives. Celui qui veut s'élever doit apprendre à gérer son temps avec intelligence, à structurer ses journées, à poser des objectifs clairs et à avancer méthodiquement vers leur réalisation. Avoir une vision à long terme est l'une des clés du succès. Trop de personnes agissent sous l'impulsion du moment, réagissent à chaud, prennent des décisions basées sur des émotions passagères au lieu de bâtir un projet cohérent. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à se projeter dans l'avenir, à anticiper, à prévoir, à construire progressivement une base solide qui garantira une stabilité durable. Cela nécessite une discipline de fer, une résistance aux sirènes de l'immédiateté qui pousse à choisir des gains rapides mais destructeurs sur le long terme. L'un des piliers de cette vision est l'indépendance économique. Celui qui dépend d'un maître pour sa survie ne sera jamais libre. Il faut comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Apprendre à le gérer,
à l'investir intelligemment, à multiplier ses sources de revenus pour ne pas être pris au piège d'une précarité qui force à accepter n'importe quelle condition est une nécessité absolue. L'éducation financière devrait être une priorité pour tous ceux qui veulent se libérer du joug d'un système conçu pour maintenir les masses dans l'endettement et la servitude. La richesse ne se mesure pas seulement en termes de possession matérielle, mais en termes de capacité à contrôler son propre destin, à faire des choix sans contrainte extérieure. La discipline est l'élément qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Beaucoup de personnes talentueuses n'ont jamais rien accompli parce qu'elles manquaient de rigueur. La réussite est un processus cumulatif. Chaque petite victoire renforce la suivante. Il faut s'imposer des standards élevés, refuser la médiocrité, ne jamais se contenter du minimum. Cela implique de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs, même lorsque la tentation de la corruption et de la facilité se présente. Dans un monde où tout semble être à vendre, où la trahison est monnaie courante, ceux qui parviennent à se maintenir droits, à ne pas renier leurs idéaux pour un gain immédiat, sont ceux qui laissent une trace durable. L'intégrité est une arme redoutable, elle inspire le respect et attire des alliés sincères. Finalement, la dernière clé est la capacité à voir le positif même dans l'adversité. Cultiver la gratitude ne signifie pas se contenter de peu, mais reconnaître les opportunités cachées dans chaque situation. La mentalité victimaire empêche d'avancer, alors que celui qui voit chaque obstacle comme un défi à relever se prépare inconsciemment à la victoire. L'optimisme stratégique consiste à être lucide sur les difficultés, mais à toujours croire en la possibilité d'un avenir meilleur, non pas par naïveté, mais parce que l'histoire a prouvé que ceux qui persévèrent finissent par triompher. L'analyse approfondie de la qualité de vie et des moyens concrets pour l'améliorer repose sur des principes fondamentaux qui, lorsqu'ils sont appliqués avec rigueur et constance, permettent d'accéder à une existence plus épanouie et plus libre. Cette quête de bien-être ne se limite pas à un simple confort matériel ou à une absence de problèmes immédiats. Elle englobe une transformation profonde de la manière dont on perçoit et interagit avec le monde. L'un des éléments essentiels de cette transformation est *** la maîtrise de son propre destin ***. Trop souvent, les individus attribuent leurs échecs, leurs frustrations ou leur stagnation à des facteurs extérieurs. Le gouvernement, l'économie, l'injustice sociale, la malchance. Bien que ces éléments puissent jouer un rôle, ils ne doivent jamais être perçus comme des barrières infranchissables. Celui qui attend que les conditions idéales soient réunies avant d'agir reste prisonnier d'un cercle vicieux d'inaction. La vraie liberté commence lorsqu'on accepte pleinement la responsabilité de sa vie. Cela implique d'adopter une posture proactive, de chercher des solutions plutôt que de se complaire dans la plainte et d'exploiter au maximum les ressources disponibles pour avancer. En parallèle, il est indispensable de ** développer une discipline de faire ***. La liberté et la qualité de vie ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un effort constant et structuré. La discipline personnelle permet de transformer des ambitions vagues en résultats concrets. Que ce soit dans l'apprentissage, le travail, la gestion financière ou le développement personnel, la capacité à se fixer des objectifs et à les poursuivre avec rigueur est déterminante. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de grandes idées. C'est la mise en application quotidienne de principes solides qui fait la différence entre ceux qui réussissent à améliorer leur existence et ceux qui stagnent. Un autre facteur clé est ** l'art de l'adaptation ***. Le monde évolue en permanence et ceux qui s'accrochent rigidement à des schémas dépassés se condamnent à l'obsolescence. L'adaptabilité est une force majeure dans un environnement incertain. Cela signifie être prêt à apprendre de nouvelles compétences, à remettre en question ses certitudes et à s'ajuster en fonction des circonstances. Les périodes de crise et de bouleversement sont souvent des opportunités cachées pour ceux qui savent tirer parti du changement. De plus, pour atteindre une meilleure qualité de vie, il est crucial d'apprendre à gérer son énergie ***. Trop de personnes s'épuisent dans des conflits stériles, des distractions futiles ou des engagements qui ne leur apportent rien de constructif. L'attention est une ressource précieuse et elle doit être investie intelligemment. Cela implique de savoir dire non à ce qui ne contribue pas à ses objectifs et de se concentrer sur ce qui a un véritable impact. L'efficacité ne repose pas seulement sur la quantité de travail accompli, mais sur la pertinence des actions entreprises. Dans le même esprit, ***, la gestion du temps est un facteur déterminant ***. Chaque individu dispose de 24 heures par jour, mais la manière dont ce temps est utilisé fait toute la différence. Ceux qui réussissent à améliorer leur qualité de vie sont ceux qui optimisent leur journée en structurant leurs priorités, en éliminant les pertes de temps inutiles et en consacrant du temps à des activités qui ont une réelle valeur ajoutée. La procrastination est l'ennemi majeur de l'accomplissement personnel. Elle doit être combattue avec rigueur en instaurant des routines productives et en fixant des délais clairs pour chaque objectif.
Un autre aspect fondamental concerne *** le développement de la patience et de la persévérance ***. La quête d'une meilleure vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, toute transformation significative prend du temps. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont échoué de nombreuses fois avant de réussir. La clé est de comprendre que chaque effort, chaque apprentissage et chaque expérience contribuent à bâtir progressivement un avenir meilleur. L'importance de *** cultiver un état d'esprit résilient *** ne saurait être sous-estimée. La vie est faite de défis, de déceptions et d'épreuves. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent totalement les difficultés, mais ceux qui savent s'en relever. La résilience mentale permet de ne pas se laisser submerger par l'adversité et de transformer chaque obstacle en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il est crucial d'adopter une vision à long terme et de comprendre que chaque difficulté surmontée renforce la capacité à affronter les épreuves futures avec davantage de sérénité. En outre, *** le choix des relations joue un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité de vie ***. L'environnement social dans lequel on évolue influence profondément notre état d'esprit et nos perspectives. S'entourer de personnes positives, ambitieuses et bienveillantes stimule la motivation et favorise le développement personnel. À l'inverse, rester en contact avec des individus toxiques, négatifs ou démotivants peut freiner l'évolution et miner la confiance en soi. Il est donc essentiel d'être sélectif dans le choix de ses relations et de privilégier des cercles où règne le soutien, l'inspiration et la réciprocité. Par ailleurs, ***, l'importance de l'intégrité et de l'authenticité ne doit jamais être négligée ***. Une vie de compromission et de mensonges finit toujours par peser lourd sur la conscience et à provoquer un mal-être profond. Être fidèle à ses principes et agir en accord avec ses valeurs procure une paix intérieure et une force morale inébranlable. L'honnêteté intellectuelle et la cohérence entre les paroles et les actes sont des piliers fondamentaux d'une existence épanouie. Un autre aspect crucial est ***, l'apprentissage de la gestion des émotions ***. Les émotions, lorsqu'elles sont mal contrôlées, peuvent devenir des obstacles majeurs à l'accomplissement personnel. L'impulsivité, la colère excessive, la peur irrationnelle ou l'anxiété chronique sont des freins qui empêchent d'agir de manière rationnelle et efficace. Apprendre à reconnaître, comprendre et canaliser ses émotions permet de prendre de meilleures décisions et d'interagir plus harmonieusement avec son entourage. Enfin, ***, il est fondamental de cultiver une vision inspirante de l'avenir ***. Avoir une ambition claire, un projet de vie structuré et des objectifs motivants donnent un sens à l'existence et poussent à se surpasser. Ceux qui avancent avec une vision claire sont plus résistants face aux difficultés, car ils savent pourquoi ils se battent et vers quoi ils tendent. Cette vision doit être alimentée en permanence par des actions concrètes et un engagement constant à progresser. En appliquant ces principes, chacun peut transformer sa vie de manière significative. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal utopique, mais de maximiser son potentiel et d'accéder à un équilibre où l'épanouissement personnel, la liberté et la dignité sont au centre de l'existence. La qualité de vie n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une conquête qui se mène chaque jour avec lucidité, détermination et discipline.